oferecimento DOC Especial. Gentils enfants qui rentraient en classe en ce bel automne de 1929. Gentils enfants aux blouses propres, vous dites au revoir à vos mères inquiètes en même temps qu'à ces frivoles années 20 qui vous ont vu naître dans l'euphorie de l'après-guerre. Vos yeux semblent interroger cette décennie qui commence, là, en même temps que votre jeunesse. Sage fillette des années 30, rivée à votre piano de prodige, vous savez qu'elle sera courte cette décennie. Vous ne connaîtrez pas les joies simples des autres enfants de votre âge, ni les personnages de Walt Disney qui gambadent à votre intention. Enfants martyrs dont les policiers recherchent les corps, vous ne connaîtrez peut-être jamais de sépulture. Et vous, enfants d'Espagne, fuyant les horreurs de la guerre, vous ne serez pas rassemblés pour entonner l'hymne à la joie de Beethoven. Il est déjà trop tard. Partout, sur toute la planète, d'autres enfants se sont mis en marche, tous du même pas. Vers quoi? Vers quelle cause? Ils ne le savent déjà plus s'ils l'ont jamais su. Belle jeunesse des années 30. Tu as 10 petites années d'illusions perdues à vivre. Cela n'avait pas mal commencé pourtant. Juste avant un certain jeudi 24 octobre 1929, tout semblait annoncer des années de bonheur et d'insouciance. Brusquement, ce jeudi noir, un froid mortel s'abat sur Wall Street, sur New York, sur les États-Unis et bientôt sur le monde entier. La crise, la faillite de tout un système. Les portes se ferment sur l'humiliation du chômage, sur la sordide comptabilité de la misère. On voit ce qu'on pensait ne plus jamais voir dans le monde civilisé, ces longues files d'hommes piétinant pour un bol de soupe, pour un morceau de pain. L'armée du salut inaugure de nouveaux bâtiments et nomme à sa tête une femme générale, Miss Evangelina Booth. C'est le temps de la charité. Les vedettes se montrent dans la rue comme Joséphine Baker ou comme Damia, vendant des fleurs. Un fleuriste expose même dans sa vitrine le bouquet de la crise. Pommes de terre, artichauts, navets et radis. Mais ce sont des choux qu'on distribue aux pauvres. Des choux et quelques morceaux de viande que des femmes du monde vont distribuer dans les arrière-cours. En Allemagne, les nazis font aussi la charité, secondés par les vedettes aimées du public, Henny Porten ou Jenny Jugo, promues pour un jour cantinières du secours d'hiver. Dans les écoles de Berlin, au son d'une musique militaire, les enfants dévorent leurs saucisses sous l'œil de bien étranges surveillants. Hitler sait comment occuper les chômeurs. Il rêve déjà d'un Berlin qui serait le centre du monde. Architecture colossale, qui éblouit les alliés italiens, eux-mêmes entichés de sculptures gigantesques, comme celle d'Arno Breker. Dans l'Italie fasciste, Mussolini a commencé l'édification de villes nouvelles, bâties sur des marais asséchés. Ce mouvement d'urbanisation est mondial.
À Moscou, comme à Paris, dans la banlieue, s'élèvent des logements collectifs et des tours, que l'on appelle déjà des cages à lapins. La TSF entre dans les appartements ainsi que le pick-up et le disque souple. La ménagère d'avant-garde a son réfrigérateur. Fruits et légumes conservés serviront aussi sa beauté. Beauté et santé, c'est l'exaltation du corps avec le mythe de Tarzan, incarné par le champion de natation Johnny Weissmuller. Car l'eau devient un second élément où l'homme trouve sa place naturelle dans ce milieu nouveau, sans autre artifice que ceux de sa propre imagination. La mode est au ski nautique, au hors-bord et à tous les jeux aquatiques. La mode est plus que jamais au soleil. Les plages ne sont plus réservées à quelques privilégiés, mais s'ouvrent à une nouvelle société avide de vacances. Il faut être vu sur la Côte d'Azur entre le peintre Van Dongen et des gloires du music hall comme Mistinguett. Dans les villes abandonnées de l'été, le quotidien, lui, ne change pas. La misère non plus. Ce sont les premières colonies de vacances et l'on danse dans les trains de plaisir. Dans les villes, on arrache les derniers pavés de la belle époque. On élargit les chaussées, on rétrécit les trottoirs. Mais les rues accueillent toujours les rengaines populaires. Un jeu fait fureur, le yo-yo. Sur un autre trottoir, Madame Lydia démontre à sa manière les progrès du féminisme. Elle crache le feu mieux que les hommes. Mais les femmes ne s'attaquent pas encore au poids et haltères. Le dernier photographe artiste du pavé prend son dernier cliché. La ville est encore un spectacle quotidien où le sport a sa place. Natation, athlétisme, la foule enthousiaste admire la foulée légendaire de Jules Ladoumègue. On organise des courses de Catherinettes. Le patin roulette défie la circulation et les triporteurs terminent leur course en un sprint mouvementé. Le vélo triomphe. Au Veldiv de Paris, puis à New York, la course des 6 jours remporte un énorme succès. Devant un public populaire, on se penche avec tendresse sur ces nouveaux héros. Tandis que les célébrités se retrouvent au centre de la piste.
Le 14 juillet, le feu d'artifice, les lampions et les pétards donnent le signal de la fête et du bal. On est en 1936, c'est le Front populaire en France. Défilé, manifestation, colère. Parfois, violence. Le Front populaire, c'est aussi le droit au repos, les premières vacances, les congés payés, à vélo bien sûr. Ou même à pied. Les auberges de jeunesse accueillent une nouvelle génération avide d'air pur, de liberté et de bonheur. En Allemagne, le nazisme a une autre conception des loisirs. Sur le bateau de plaisance offert par Adolf Hitler à ses ouvriers d'élite, l'association La Force par la Joie organise ses premières croisières en mer du Nord. Hitler inaugure ces nouvelles autoroutes qu'empruntent les premières Volkswagen, la voiture du peuple. Le syndicat nazi des travailleurs proposera même à des millions d'Allemands d'acquérir une Volkswagen en achetant des timbres qu'ils colleront sur une carte jusqu'à ce que cette carte soit remplie, après quoi ils toucheront la voiture. Des millions de marques seront ainsi collectées, mais aucune Volkswagen ne sera jamais livrée par le système. L'Europe rêve de la voiture populaire, économique. La Peugeot 202 ne consomme que 8 litres au 100. La plus petite est italienne, la Fiat Topolino. Et en France, André Citroën lance la traction avant. Elle gagne des rallyes avant de devenir la voiture officielle de la République. Les grands cabriolets continuent de faire rêver et les vedettes participent au concours d'élégance automobile. Coco Chanel règne sur la mode. Oui, la femme est reine dans ces années 30, qu'elle virevolte sur la glace comme la suédoise Sonia Henny, ou qu'elle combatte comme Dolores Ibarruri, la passionnariat de la guerre d'Espagne. Et pourtant, dans certains pays, on lui refuse encore le droit de vote. La France est bonne dernière dans ce combat des femmes. Elle ne lui permet que des votes dérisoires. L'élection d'un nouveau jeune premier, ou, à Deauville, celle du plus beau maître nageur. Ailleurs, la femme se bat. Aux États-Unis, où elle peut entrer dans la police et s'attaquer aux gangsters, dans les salles de sport, où elle participe à des combats de boxe. Mais surtout, elle conquiert le monde de l'aviation. C'est toute une génération d'héroïnes de l'air qui se lève. La Française Hélène Boucher, l'Allemande Lil Baar, la Française Maryse Hills, l'Anglaise Jean Button, la Française Maryse Bastier, l'Américaine Amy Mollison, l'Américaine Amelia Earhart, l'Allemande Hannah Reitsch, l'Anglaise Beryl Markham et ces aviatrices soviétiques que Moscou accueille au retour d'un de leurs raids. Parfois, la mort frappe, Hélène Boucher tombe en 1934.
La foule accourt au meeting et vit intensément ces moments d'émotion où les pilotes perdent le contrôle de leur machine. Après l'accident, on emporte l'avion brisé et le meeting peut reprendre. La voltige aérienne fait fureur. Parfois, on fixe une caméra à l'avion pour faire partager aux spectateurs l'émotion d'une figure acrobatique. À ces exploits s'ajoutent ceux des éternels rêveurs. Une étroite frontière les sépare de ceux qui ont réalisé leurs rêves. James Williams et ses ailes de zinc. Klim Son, l'homme oiseau, l'américain à la voilure de chauve-souris, qui en 1937 s'écrase au sol, parachute en torche devant 200 000 spectateurs. L'aviation, après les pionniers des premières années, poursuit sa voie royale. Des appareils de plus en plus lourds accomplissent des distances toujours plus longues. Coste et Bellonte en 1929 volent sur près de 10 000 kilomètres. Kodos et Rossi, en 1933, joignent l'Amérique au Proche-Orient. Et Mermoz, avant de disparaître en 1936, établit avec son arc-en-ciel la liaison postale régulière Paris-Buenos Aires. Dans cette grande compétition, les Allemands prennent une place de choix, comme Alfred Henke, reliant New York à Berlin en 1938 en moins de 20 heures. Et le Soviétique Sigismond Lavenensky, en 1936, unissant son pays aux États-Unis. On l'appellera le Lindbergh rouge. Mais un jeune milliardaire américain, Howard Hughes, bat des records de vitesse sur des prototypes de son invention avant d'effectuer en 1938 un tour du monde qui préfigure l'aviation commerciale de demain. Et d'ailleurs, elle est déjà bien en place, cette aviation commerciale. Les carlingues qui sortent des ateliers de Berlin ou des usines Latécoère montrent que l'on voit grand. Sur ce Junker 038 allemand, ce sont les ailes qui sont chargées de voyageurs. Ce De Wattin emporte de Paris à Saigon 12 passagers en 5 jours. Quant à ce Farman 224, il charge lui quelques 40 personnes. Mais surtout, on mise sur la solution idéale, croit-on, en matière de transport aérien. L'hydravion, qui peut survoler les océans et se poser sur l'eau au cœur des villes. Les Clippers américains embarquent déjà 50 voyageurs pour des vols réguliers transpacifiques et transatlantiques. Et l'on voit en 1931 le fantastique engin de l'ingénieur Dornier, le DOX, accomplir avec 70 passagers un vol transatlantique de 1500 km porté par ses 12 moteurs de 525 chevaux. Pourtant, certains continuent de penser que le dirigeable reste le meilleur moyen de relier les continents.
À Berlin, l'extravagante machine volante du comte Zeppelin n'a cessé depuis le début du siècle d'apparaître comme le moyen le plus fiable en matière de transport collectif. Lorsqu'il croise les clochers de la vieille Allemagne, lorsqu'il apparaît dans le ciel gris de Paris, ou lorsque les gratte-ciel de New York le voient passer, il incarne une extraordinaire puissance. Les 50 passagers, les 60 hommes d'équipage auront mis 2 jours à la vitesse de 140 km/h pour aller de Berlin à New York. Mais le 6 mai 1937, à l'issue du 19e raid du Hindenburg, c'est le drame. Il s'enflamme en 32 secondes. On ramène à Hambourg les corps des 40 victimes de la catastrophe. L'émotion est énorme. C'en est fini du mythe des dirigeables. Que de rêves brisés de par le monde. Shanghai vit sous les bombes. L'Espagne est en pleine guerre civile. La Belgique vit les drames des catastrophes minières. En 1936, le commandant Charcot et ses 30 hommes disparaissent dans les glaces du pôle. On leur fait des funérailles nationales. D'autres disparitions frappent les esprits et voilent les réverbères. Celle de Féodor Chaliapine, dont la grande voix s'éteint en 1938 et que l'opéra salue une dernière fois. Celle d'un journaliste politique, Paul Vaillant-Couturier, directeur de l'Humanité, enterré à Paris en 1937, suivant le rituel des grandes liturgies communistes. Ce même rituel salue la disparition en 1937 à Moscou de Serge Orjonikidze, le géorgien, l'ami intime de Staline, qui conduit le deuil. Et Gabriel D'Annunzio, poète du fascisme italien, disparaît en 1938. Mussolini accompagne la veuve. Le colonel Lawrence, dit Laurence d'Arabie, est enterré dans un petit cimetière anglais en 1935 après un accident de moto. Le mystérieux marchand d'armes Boris Zaharov est enterré en 1934. Des obsèques grandioses sont réservées à la reine Astrid de Belgique en 1935. La presse se fait le relais de ces événements. Les actualités cinématographiques diffusent les images des cours d'Europe. La reine Marie de Roumanie, son petit-fils Michel.
1938, le roi Zog d'Albanie épouse la hongroise Géraldine Aponige. Quant à Édouard VIII d'Angleterre, son abdication en 1935 à cause de sa liaison avec une américaine divorcée, Wallis Simpson, provoque un énorme scandale et amène au pouvoir George VI et sa famille. L'ancien duc de Windsor voyage dans toute l'Europe, à Venise, et même en Allemagne nazie où l'on ne filme pas que des images de parades agressives, témoignent les félicitations d'Hitler au jeune marié Hermann Göring et à son épouse, la cantatrice Amy Sonnemann. En France, c'est le 4e mariage de Sacha Guitry en 1939. À Hollywood, le cinéma qui vient d'apprendre à chanter et à parler raffole de ses mariages et liaisons. Mary Pickford, veuve de Douglas Fairbanks, se remarie en 1937 avec le jeune premier Charles Buddy Rogers. On admire le couple idéal, le beau Tyrone Powers et la française Annabella. Ou celui de Janet MacDonald et Maurice Chevalier. Hollywood attire toutes les stars. La française Danielle Darrieux y tente sa chance. La suédoise Greta Garbo arrive à Hollywood. Son célèbre refus des mondanités et son goût du mystère font d'elle une star. L'autre star d'Hollywood, Marlène Dietrich, venue d'Allemagne, voyage en Europe juste avant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Elle refuse de revenir tourner en Allemagne où le cinéma est totalement inféodé au parti nazi. Pourtant, de nombreux comédiens et techniciens partent pour Berlin. Le fils du Duce, Vittorio Mussolini, lance la construction d'une cité du cinéma, Cinecittà, aux dimensions américaines. Car Hollywood est un mythe qui fait rêver toutes les jeunes filles. Les plus jolies participent à des concours dans l'espoir de faire du cinéma. Même les enfants n'échappent pas à cette vogue. On organise des concours pour trouver le sosie de la petite Shirley Temple. Des stars, telles Dina Durbin, se doivent même d'imprimer leur empreinte sur le ciment de Los Angeles. À New York, en 1939, Mickey Rooney et Judy Garland sont accueillis par leur fans club. Tout ici semble luire et scintiller dans une éternelle apothéose. La pesanteur est bannie, à l'image de ces danses acrobatiques inspirées de Fred Astaire. Le monde est un vaste spectacle, un décor scintillant et féerique. Le cinéma musical américain influence le vieux musical européen et fait débuter la célèbre comédienne de la comédie française, Cécile Sorel. Les artistes sont parfois mêlés à la vie politique la plus brutale. À Paris, l'escroc Alexandre Stavisky monte des opérettes pour une chanteuse allemande, Rita George. En 1933, éclate l'affaire Stavisky. Sa femme se rend au chalet où l'on vient de retrouver le corps de son mari suicidé. Des ministres sont compromis. C'est le plus grand scandale politico-financier de l'époque. Quelques grands faits divers passionnent l'opinion.
L'affaire Weidman en 1938 et son lugubre défilé de cadavres hâtivement enterrés et de corps tirés de l'eau au petit jour. On se passionne pour une jeune parricide, Violette Nozière, que l'on voit ici se rendre sur les lieux de son crime. Les braves gens demandent sa tête, tandis que les surréalistes en font une héroïne. Les images s'accumulent de ces hommes que l'on emmène chaînes au poing aux assises où, comme Eugène Weidman, ils seront condamnés à la guillotine. Au matin, lorsque les becs de gaz s'éteindront sur un ciel blanc, des passants tremperont leurs mouchoirs dans la flaque de sang. On pense aux chansons de Piaf, elle-même compromise dans une affaire crapuleuse, celle de l'assassinat de son impresario. Mais je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligé de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. Pour ceux qui échappent à la mort, il y a le pénitencier, le bagne, pour lequel les condamnés s'embarquent. Il faudra attendre 1938 pour qu'un décret supprime le bagne. Dans les lointaines contrées d'outre-mer, l'Europe cherche à donner une image apaisante de ses empires coloniaux. On inaugure à Dakar une cathédrale en présence des autorités religieuses. Le sultan du Maroc fait de fréquentes visites à Paris. Et son fils, le futur Hassan II, reçoit les plus beaux jouets. En Algérie, de jeunes filles se mettent à l'heure européenne et le président de la République célèbre le 100e anniversaire de la conquête. Des troupes habillées avec les uniformes de 1830 défilent dans Alger, comme elles défileront dans un Paris qui se prépare à accueillir l'exposition coloniale. On édifie déjà son monument le plus impressionnant, une reconstitution du temple d'Angkor qui sera inaugurée le 7 mai 1931. Depuis l'exposition de Barcelone de 1929, inaugurée par Alphonse XIII, où l'on se montre le pavillon allemand conçu par Mies van der Rohe, les expositions internationales permettent d'évaluer le niveau de civilisation, de technologie et de richesse des différents pays. Celle de Paris en 1937 marque l'aboutissement d'un style et le dernier signe de l'illusion pacifiste. Mais on y remarque aussi le symbole agressif des deux pavillons dressés face à face. Celui de l'Allemagne nazie et le temps de passer sous un pont, celui de l'URSS. L'exposition de New York en 1939 est déclarée ouverte par le président Franklin Roosevelt. Of 1939, and I declare it open to all mankind. C'est le temps où dans les monts Rushmore sont sculptés les visages des grands présidents. C'est le temps où New York construit son plus haut gratte-ciel, l'Empire State Building. À peine achevé, le nouveau témoignage du génie architectural des États-Unis est le théâtre de gags inattendus. Ou d'actes tragiques, tel ce New-Yorkais qui finira par se jeter dans le vide. Pendant ce temps, Times Square continue de vivre ses nuits trépidantes avec ses théâtres, avec ses musicals, au rythme des dizaines de paires de jambes parfaites des Rockets Girls de Radio City Hall.
New York secrète sa propre musique, dont les dieux sont George Gershwin, Cole Porter et Irving Berlin, ou Rodgers et Hart, avec leur Blue Moon en 1934. Rien n'étonne venant de New York, pas même cette limousine aérodynamique, ni cette curieuse invention, le parc-mètre. Mais l'agitation sociale existe même lorsqu'elle s'abrite derrière les sourires des employés des ascenseurs en grève. Il y a aussi la manière forte pour obliger un taxi à faire grève. La violence est aussi à l'usine, où les ouvriers se révoltent. Cela peut aller jusqu'au lynchage d'un policier. Cela va jusqu'à la protection armée de la récolte des primeurs, jusqu'à des batailles rangées dans le sud quand la police protège des convois. C'est le visage inconnu d'une Amérique profonde que la littérature seule jusqu'alors avait peinte. L'Amérique des exclus de la consommation, l'Amérique de ceux qui fouillent dans les ordures pour trouver à manger. L'Amérique des petits fermiers, toujours au bord de la ruine, comme ce laboureur qui n'est autre que le père du gangster Dillinger. Dillinger, ici éclairé comme une vedette de Hollywood, ce qu'était Paul Muni, l'interprète inoubliable de Scarface. Al Capone est une star. Mais il y a aussi ceux qui cachent leur visage avant le procès et ceux qui n'ont même plus à le cacher lorsque se referment sur eux les grilles de Sing Sing. Et puis, il y a les règlements de compte. Il y a cette omniprésence des armes, des dollars, et encore ces armes, toujours ces armes que l'on montre jetées par pelletées dans l'océan. Il y a les rapts d'enfants, dont celui du fils de Scharlenberg en 1932. L'auteur du crime, un certain Hauptmann, sera électrocuté à l'issue d'un interminable procès en 1936. On a retrouvé les dollars de la rançon dans son garage, cachés dans ce bidon. Mais brusquement, en 1933, l'Amérique est prise de folie. C'est la fin de la prohibition. Des murailles de caisses de bière s'élèvent à nouveau. De jeunes beautés participent à cette immense ivresse collective. Mais l'obsession de la minceur règne partout. Des instruments sophistiqués combattent l'obésité. Car les canons de la beauté sont impératifs. Minceur, blondeur et sourire. Le souci de l'esthétique s'installe aussi dans l'univers industriel. C'est le règne du design qui aboutit à la pureté de la ligne du Boeing et de ses concurrents américains. Mais l'avion sert aussi à distribuer le courrier sur les villes, grâce à des planeurs se détachant l'un après l'autre. La Poste s'équipe de ses relais aériens pour paquets urgents. La vitesse et la frénésie règnent partout, chez les motards de la police, dans les jeux et dans la danse, dans la lutte sportive devenue le catch. Les voitures sortent par milliers des chaînes des usines.
C'est la frénésie du voyage, on emporte même sa maison et celle de son chien. D'ailleurs, les animaux ont une place privilégiée dans la société. Il y a même des concours de beauté pour chats et on reconstitue la préhistoire lors de l'exposition de Chicago qui préfigure les Disneyland. Seul Orson Welles peut terroriser l'Amérique avec une émission de radio adaptée de la guerre des mondes. Many fantasies about invasions by mythical monsters from the planet Mars. L'Amérique des années 30, c'est aussi Jesse Owens, fantastique athlète noir, remportant le 100 mètres aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 devant Hitler, ahuri. C'est aussi Joe Louis, champion du monde des poids lourds. En Allemagne, c'est tout autre chose. Le sport sert exclusivement la propagande nazie qui idéalise la race blonde. L'ordonnateur de ces spectacles de propagande est Joseph Goebbels, ici accompagné d'Hitler et de Göring. Le nouvel évêque du Reich participe aux manifestations. Diffuse aussi une image idéalisée de la famille, où le père, ouvrier dans une usine, retrouve le soir son foyer et ses 3 enfants. Le nazisme aime ces marches nocturnes. Il aime le feu purificateur qui a détruit le Parlement allemand, le Reichstag, en février 1933. Plus tard, les nazis brûleront les livres, symboles de la culture. Et ils organisent la chasse systématique des Juifs. Ils éliminent toutes les formes modernes de la culture et de la pensée. Adieu Freud. Adieu à la recherche musicale et à ses pionniers. Chaque matin, la gare du Nord amène son lot d'exilés, célèbres ou non, comme Kurt Weill. Ça n'est plus le temps récent où l'on venait là accueillir les vedettes du cinéma allemand. Les vedettes du cinéma français s'inquiètent même de l'afflux des Juifs qui fuient les studios de Babelsberg. Albert Einstein gagne la Belgique avant de partir pour les États-Unis. Les premiers enfants juifs arrivent à Londres. À Anvers, les Juifs de la ville boycottent les marchandises qui proviennent d'Allemagne. Des manifestations s'organisent dans le monde contre les premières atrocités du nazisme. À Londres et à New York, les communautés israélites défilent. La Suède condamne le nazisme. Le prix Nobel de la paix est décerné en 1935 à Karl von Ossowski, l'un des grands écrivains allemands. Mais il ne pourra se déplacer. Il est déjà dans le camp de concentration où il mourra 2 ans plus tard. Pearl Buck, elle, triomphe en littérature.
Quant à Enrico Fermi, l'atomiste italien, il va choisir l'exil plutôt que servir Mussolini. Pour lutter contre la montée du nazisme, l'Union soviétique apparaît à certains comme le seul barrage possible. D'autres grands défilés célèbrent à Moscou les combattants de la guerre d'Espagne. Et la cause de tous les peuples opprimés. Car le marxisme-léninisme promet tout. Des camions, des récoltes fructueuses, une société radieuse. C'est du moins ce qu'annonce le lyrisme de ces images de propagande. Le corps de Lénine, embaumé, est exposé dans un mausolée de la Place Rouge où des milliers de visiteurs viennent le saluer tous les jours. L'écrivain Maxime Gorky meurt en 1936 et en Europe, de nombreux intellectuels sont fascinés par cette idéologie fraternelle, comme André Malraux. Et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Ces images, les ayant rencontrées dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. Cette théorie de la révolution universelle contraint Léon Trotsky, qui en est l'idéologue, à fuir la Russie et à s'exiler au Mexique en 1937. Les artistes aussi veulent refaire le monde et les surréalistes, les premiers, décorent les magasins d'accessoires bizarres. L'étrangeté, elle est aussi dans ces machines qui préfigurent déjà le synthétiseur. Dans cet appareil destiné à transmettre des photos. Dans cette boîte qui n'est autre que l'une des premières caméras de télévision. Des savants se préoccupent de capter le son qui vient du ciel. D'autres s'efforcent de capter la chaleur du soleil et de la domestiquer pour soigner certaines maladies. Une science nouvelle, l'héliothérapie, est née. En Allemagne, des bébés sont soignés par les rayons ultraviolets. Le cinéma scientifique progresse, il apprivoise les rayons X et nous fait entrer au plus secret de l'homme dans le mouvement même de la vie. On commence à sortir en série ces poumons d'acier dans lesquels se glissent avec espoir des êtres humains condamnés hier encore. Ils ont leur vedette mondiale, avec Fred Knight, un jeune Américain qui va faire le tour du monde dans cette machine à vivre en passant par Lourdes. Le progrès scientifique ne s'arrête plus. Plongé dans un bain d'air liquide, ce steak devient aussi cassant que de la pierre. Et sous ces feuilles de celluloïd, les tomates mûrissent mieux et plus rapidement. Même la mode s'empare de ces matières nouvelles. Leur composition permet la conquête du cosmos par des soviétiques en 1934, précédés des frères Picard, dont le bâtisphère a battu en 1931 le record d'altitude, 16 000 mètres.
Partout, c'est la course au record. Record absolu de vitesse automobile avec l'Oiseau Bleu de Campbell qui atteint en février 1933 la vitesse de 437,320 km/h. Son grand rival est John Cobb qui atteindra lui la vitesse de 595 km/h sur le même lac salé. D'autres les ont précédés. Kay Dunn sur sa Silver Bullet. Le Major Seagrave sur sa Golden Arrow. On peut sourire bien sûr de cet anonyme recordman aux commandes de son engin bricolé. Le train vit lui aussi une révolution. Les locomotives à vapeur sont maintenant carénées. Les années 30 voient l'arrivée des locomotives à diesel, puis électriques. Cette recherche de la vitesse gagne les constructeurs de navires. Le Queen Mary est l'orgueil de la flotte britannique. En 1936, il effectue sa première croisière et remporte le fameux ruban bleu. La France lance, elle, le Normandie qui traverse l'Atlantique à la vitesse de 55 km/h dans un confort et un luxe inégalés. Il entre en triomphateur dans le port de New York. Mais d'autres paquebots n'apportent pas que des messages pacifiques. Le Japon, l'Allemagne et l'Italie commencent leur rapprochement. Tandis que le Négus se fait huer à la Société des Nations en faisant l'éloge de la démocratie. Monsieur le Président, Monsieur le... Pie XII, nouvellement élu pape, s'exprime en allemand. La peur s'installe. Dès 1937, des exercices de défense passive se déroulent chaque jour dans les capitales européennes. À Berlin, à Moscou, à Paris. Chaque citoyen doit avoir son masque à gaz. Y compris les enfants. On équipe des abris dont l'électricité est fournie par des batteries que l'on doit recharger. La défense aérienne s'organise. On perçoit les échos des dernières grandes fêtes auxquelles assiste l'empereur d'Annam, Baudai, le duc et la duchesse de Windsor, le Maharaja de Kapurthala, Marlène Dietrich. Des girls dansent le Lambeth Walk. Le 1er septembre 1939, c'est la mobilisation générale.
Le 3 septembre 1939, la guerre commence.